Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 10h avec vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Une journée du 31 qui connaît un peu comme Noël ses traditions. Ce soir, c'est le président de la République qui s'exprime. Ses conseillers un peu partout dans la presse expliquent que le président veut s'inscrire dans l'année 2026. Hors de question d'être dans la rétrospective, de regarder en arrière. Au contraire, le président de la République, Emmanuel Macron, semble vouloir inscrire la France dans l'étape d'après, dans les prochains défis qu'elle doit confronter. Et c'est lui, évidemment, qu'il va s'y atteler. Est-ce que vous allez regarder, ou est-ce que tout simplement vous pensez que Emmanuel Macron peut conjurer cette fameuse tradition et ce fameux sort réservé à certains présidents de la République en fin de quinquennat qu'on appelle l'ambiance de la fin de règne? Est-ce que Emmanuel Macron peut faire autre chose? Est-ce qu'il peut réussir à aller jusqu'au bout de son quinquennat, à proposer de nouvelles réformes, à exister, à agir jusqu'à la dernière minute, ou au contraire vous dites ah non stop, ça y est, moi les vœux de façon à 20h, j'éteindrai ma télé, je ferai totalement autre chose pour moi? Oui, c'est bien une fin de règne pour le président de la République. Il a voulu, il a choisi par le non-respect de ses promesses, par les choix qu'il a fait, par sa manière de s'adresser aux Français. Quel est votre regard tout simplement sur le président de la République? Si vous deviez faire déjà un bilan, est-ce que vous allez tourner la page? Est-ce que vous avez peut-être déjà tourné la page du quinquennat Emmanuel Macron? Vous venez nous le raconter, nous le dire, l'analyser tout simplement au seul numéro qui mérite d'être composé, 0826 300 300. Et on est ensemble jusqu'à 10h pour converser naturellement avec vous, auditeurs de Sud Radio. Vous avez également le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux où on vous pose précisément cette question concernant le 31 et le président de la République. Est-ce que concernant les vœux du président, c'est une fin de règne forcément pour Emmanuel Macron? Vous êtes déjà 92% à nous dire oui. Et puis plus largement, on en parlera à partir de 9h30 avec notre invité. Est-ce que le 31 décembre, est-ce que la France peut réussir à réveillonner sans violence? 0826 300 300. Bonjour Abdelhak. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, toujours à nous appeler du côté de Mont-de-Marsan, une ville qui m'est forcément familière parce qu'il y a 25 ans, il y a eu un petit quelqu'un qui est né, ma pomme. Est-ce que vous allez bien Abdelhak? Ah génial, je savais pas. Oui. Elle est montoise alors. Oui, on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde, donc je suis né à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce que vous voulez mon cher Abdelhak? Quelle chance. mais oui, c'est pour ça cette passion naturelle du foie gras, du magret et de la bonne ambiance, que voulez-vous? J'ai tout appris là-bas. Vous m'étonnez. C'est pour ça qu'on peut s'appeler et discuter intelligemment. Mais exactement, c'est pour ça que finalement, on est un peu en famille ce matin, Abdelhak. On se dit les choses franchement. Bon, est-ce que vous allez bien déjà? Je revendique souvent que je suis né à Ichoux, les Landes, juste à côté de Parentis-Biscarrosse, je revendique très souvent que bien mes origines marocaines, ma binationalité, que je suis landais, que je suis un AOC. Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que si le Maroc constitue une part importante de votre vie, de vos origines visiblement, mon cher Abdelhak, qu'est-ce que Mont-de-Marsan? Je veux dire, Mont-de-Marsan, c'est forcément un peu mieux à côté, quoi. C'est comme ça. C'est le soin, l'éducation, la gastronomie, l'intelligence, les vacances. Mais Abdelhak, annulez ce que vous avez prévu le reste de votre matinée. Posez-vous et moi je vous propose qu'on discute. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire ça bien. Bon, plus sérieusement, camarade Abdelhak, et comment vous regardez vous les vœux du président de la République? Est-ce que vous allez les regarder un peu par principe, ou est-ce que ça zappe tout de suite? Maxime, je suis certain. Tout à l'heure, j'ai écouté votre collègue qui faisait un résumé de l'information. Je crois qu'elle faisait très très bien. Je trouve qu'elle fait ça exploit, c'est extraordinaire. Elle a tout simplement dit le bon adjectif. Voilà, ça va être une année utile qui va être. Donc il y aura aucune surprise ce soir pour les vœux. Moi, j'attends absolument rien. Je pense tout le monde le sait, même ceux qui connaissent rien à la politique, ils se sont rendus compte que les derniers mois ont plutôt à oublier, puisque c'est une mésentente politique totale, donc ça a oublié. Il lui reste une année, si on peut appeler ça un règne, mais il faut que les gens soient certains d'une chose, c'est la fin d'un règne au niveau institutionnel, mais pas politique. Il a 48 ans, et les gens, ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que c'est des années consécutives quand on est président. Ça veut dire qu'il a le droit de revenir en 2032, 2039, 2046. Vous croyez à un retour dans les années à venir potentiellement du président de la République? Vous pensez que jusqu'au bout il y croit?
Ouais, il est influent. Vous savez, j'ai 55 ans, moi, donc j'adore la politique. J'ai toujours aimé depuis que je suis scolaire. Hein, pour un mentor, vous savez, on est plutôt intelligent et cultivé en tout cas, ouais. Et en fait, non, mais bien sûr, il est très très suivi politiquement. Vous savez, ce qu'on dit dans les sondages. Vous savez, un président, il est élu demain. Dans les 3 mois qui suivent, la cote de popularité, elle a déjà baissé de 50%. Ça, c'est et dès les autres mois, il pense déjà à sa réélection, donc forcément. Ben, ce sera, bien sûr, il a 48 ans. Quel homme politique a arrêté sa carrière à 48 ans? En fait, ça n'existe pas. Il reviendra forcément après 2032, mais politiquement, il n'est pas du tout terminé. C'est institutionnel, là. Là, il reste 1 an et demi au niveau du calendrier. Mais en réalité, il reste 1 année où il va poser ce qu'il a envie de poser, les jalons qu'il a fait. Et puis voilà, on va être imprégné des 3 lois où il va aller jusqu'au bout, le service national, comme il disait en résumé votre consoeur. Et puis voilà, il va voir le service national, les fins de vie. Et puis on essaiera de se contenter de ça d'une certaine manière. Merci beaucoup, mon cher Abdelhak, d'avoir été avec nous. Et puis créons vite une sorte d'amicale, une sorte d'association pour la défense de Mont-de-Marsan et de ses traditions. Ça me paraît être un magnifique projet pour 2026. Belle fête de fin d'année, mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive. 0826 300 300. Est-ce qu'on doit forcément apercevoir une fin de règne en réalité pour Emmanuel Macron lors de ses vœux, ou le président peut encore agir? Vous nous le dites. 0826 300 300. Bonjour François. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous les éditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien? Oui, je vous en prie, avec plaisir. Oui, je vais très bien, merci. Comment vous observez les prochaines heures en réalité, mon cher François? Est-ce que vous allez faire partie des téléspectateurs regardant le président de la République? Est-ce que vous analysez déjà une fin de règne, ou au contraire le président de la République peut s'en sortir? Non, je pense que le président de la République, il a déjà divorcé avec les Français depuis longtemps. Moi, je résume un peu quand même s'il veut occulter son bilan ce soir, que son bilan symbolise l'échec de ses promesses et son impuissance à résoudre vraiment les problèmes des Français. Je pense que malheureusement, il va parler que pour lui, que pour essayer de se redonner une stature un peu qu'il a vraiment perdue. Et encore une fois, un président, il n'existe que parce qu'il a une relation avec les Français, et parce qu'il symbolise un pouvoir. Et pour moi, il a perdu les deux, quoi. Donc non, je ne regarderai pas et je n'attends plus rien d'Emmanuel Macron. Et est-ce qu'il y a pour autant à un moment, mon cher François, quand vous parlez des promesses non tenues du président de la République, est-ce que ça veut dire qu'à un moment quand même vous avez cru que ce jeune homme, cette façon d'arriver en politique, allait pouvoir révolutionner les choses? Oui, alors je vais être assez lapidaire quand même, parce que quand il est arrivé au pouvoir, on disait que c'était quelqu'un vous savez, le Mozart de l'économie, quelqu'un qui avait vraiment aussi l'élan et le pouvoir de réformer les choses. Malheureusement, si je fais le bilan, il avait la capacité, comme on disait à l'époque, de vraiment mettre les mains dans le cambouis, d'agir réellement. Oui, et puis quelqu'un qui avait un autre profil que purement politique, qui avait aussi suscité l'espoir de nombreux entrepreneurs. Donc on s'est dit, voilà, la France va passer du cap un petit peu vraiment conservateur au cap progressiste, mais sur le niveau de l'économie. Et si je peux donner un chiffre, en fait, sur son bilan, il y a eu 620 milliards de dettes qui ont été contractées en plus pour 600 milliards de PIB. Et ça, je parle des dettes hors Covid. Donc en fait, l'enrichissement de la France, c'est tout simplement zéro. Zéro, Maxime. Donc franchement... non seulement la France ne s'est pas enrichie, elle s'est même appauvrie sur plein d'aspects. Vous avez évoqué la dette. Ce sera en effet, hélas, je crois, l'un des points forts du président de la République, Emmanuel Macron. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Est-ce que les vœux du président de la République ce soir ressembleront forcément à une fin de règne, ou vous pensez quand même que le président a la capacité de s'en sortir avec des réformes ambitieuses, peut-être des projets à venir dans les semaines, dans les mois à venir? Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien, Françoise? Très bien. Est-ce que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, c'est-à-dire un joyeux Noël, ma chère Françoise? Ah oui, absolument, en famille, comme d'habitude, c'était parfait. Ah, est-ce que vous avez été gâtée? Ah oui, le simple fait d'avoir les enfants, les petits-enfants, c'est déjà un énorme cadeau. Est-ce que vous allez réveillonner un peu ce soir ou pas du tout? Non, pas ce soir. Le 31 décembre, traditionnellement, je reste à la maison. En paix. Voilà, mais j'aurai mes enfants demain. Ah, parfait. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle pour bien commencer l'année, ma chère Françoise. Est-ce que si vous êtes paisiblement installée chez vous ce soir et que vous regardez la télé, vous regarderez attentivement le président de la République, Emmanuel Macron? Ah, certainement pas. Ah, certainement pas. Donc vous zappez, il apparaît, vous zappez. Absolument.
Absolument, et ça fait longtemps. C'est pas que ce soir. Je suis fatiguée de le voir dans l'autosatisfaction permanente. Je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, qu'il ne fait que se répéter et que ça ne mène nulle part. Et maintenant, c'est pas de l'aversion quand même, peut-être pas, mais en tout cas, c'est de l'allergie. Et quand je le vois et quand j'entends le son de sa voix, ça vous énerve? Je ne supporte plus. Mais est-ce que vous savez à quel moment ça a commencé, ma chère Françoise? Parce que j'imagine que c'est pas depuis 7 ans quand même. Ça fait longtemps. Ça fait oh là là, oui. Oui, ça fait longtemps. C'est depuis le Covid, en fait, que moi j'ai vécu, je dois dire, pas trop mal parce que j'étais à la maison, à la campagne, j'étais contente d'être chez moi, c'était pas un problème pour moi, mais j'ai mesuré les difficultés pour les gens qui étaient dans les villes, dans les appartements, enfin je me suis rendu compte de ça, et de toute façon, depuis lors, ils parlent de la guerre tout le temps, pour n'importe quoi, c'est la guerre, la guerre. C'est d'une certaine manière, ma chère Françoise, si je vous comprends bien, l'atmosphère que fait planer Emmanuel Macron sur le pays, que ce soit sa manière de prendre la parole, les termes qu'il utilise, le fait d'être, comme le disent certains, parfois va-t-en-guerre, c'est ça qui mine en réalité parfois l'atmosphère générale? Absolument, il y a de cela. Et puis il veut se donner une stature, la façon dont il parle, le ton un peu docte comme ça, donner des leçons, expliquer à tout le monde. En fait, depuis le début, dès lors qu'il a été élu, très rapidement, moi j'ai dit une chose, alors après je peux me tromper, mais je ne le crois pas, comme je suis d'ailleurs d'accord avec le précédent auditeur, c'est que je pense qu'il vise une chose, c'est à devenir un jour le président de l'Europe, en tout cas, prendre la place de von der Leyen, que j'exècre tout autant d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'il vise. Et la France ne l'intéresse absolument pas, ne l'a jamais vraiment intéressé. C'est un marchepied, si vous voulez. L'échelon supérieur d'abord, c'est-à-dire le niveau européen. Peut-être que ce sera ça en effet l'avenir d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, ma chère Françoise, d'avoir été avec nous. 0826 300 300, évidemment mes meilleurs vœux, et donc un début d'année formidable dans quelques heures avec vos enfants et vos petits-enfants, je crois, ma chère Françoise, à la maison. Dans un instant, on poursuit cette conversation. Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, lors de ses vœux dans quelques heures, ce sera à 20h selon la tradition, est-ce que déjà vous allez l'écouter? Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron peut tout simplement aller jusqu'au bout de son quinquennat? 0826 300 300, est-ce qu'il peut aller au bout de son quinquennat, c'est-à-dire en réalité pousser encore quelques réformes, être crédible dans la manière d'aller jusqu'au bout de son quinquennat, jusqu'à la dernière minute selon l'expression consacrée. C'est en tout cas la discussion qui nous anime pendant encore une vingtaine de minutes. Vous connaissez le refrain et vous avez vos habitudes. 0826 300 300, le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux. Est-ce que Emmanuel Macron peut faire en sorte que son quinquennat et que ses vœux, notamment à 20h, ne ressemblent pas à une fin de règne? 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 0826 300 300, la vérité en face, jusqu'à 10h. Si vous nous appelez, vous pouvez également nous écrire par SMS au 7 20 18. Il suffit d'envoyer le mot Sud par SMS, 7 20 18, pour recevoir la radio nouvelle génération DA+, pour écouter en réalité Sud Radio partout en France. C'est la nouvelle technologie radio, le fameux DA+. Ça se passe sans internet, sans application, et c'est une qualité sonore absolument incomparable. L'idée, moi je vais vous le dire, c'est que vous alliez au bureau, en vacances, sur la route, peu importe, vous ayez en réalité Sud Radio à votre disponibilité. Pour cela, il faut envoyer le mot Sud au 7 20 18 et on vous passe un coup de fil naturellement avant 10h. 0826 300 300 sur les réseaux sociaux, l'application et le site sudradio.fr. Est-ce que en réalité Emmanuel Macron, le président de la République, lors de ses traditionnels vœux ce soir aux Français, est-ce qu'il peut faire autre chose que avoir l'air, être pris au piège, être prisonnier d'une ambiance de fin de règne vis-à-vis de son quinquennat? Est-ce que le président peut s'en sortir? Est-ce que vous croyez qu'il peut agir jusqu'au bout, comme l'expression consacrée le qualifie? Est-ce qu'il va pouvoir agir jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde de son quinquennat, faire des choses? 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez mieux? Mais oui, ça va mieux. Oui, il y a eu un petit fou rire là. Il y a eu un petit fou rire, oui. mais ça va un peu mieux, mon cher Christian. Vous allez bien? Faites-nous participer. Oui, ça va très bien, merci, c'est gentil.
Est-ce que vous allez par exemple regarder le président de la République ce soir, ou est-ce que vous faites partie vraiment des désabusés du macronisme, à savoir que peu importe ce que le président dira, c'est déjà fini? Voilà, vous avez tout trouvé. Ça sera blacklisté, c'est mort. Non, je regarderai pas, c'est pas possible. Je pense qu'on a suffisamment entendu. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il nous dise? J'espère en tout cas qu'il va pas se remettre sur l'Ukraine pour les Français, parce que je pense qu'ils en ont plein les oreilles. Et puis que voulez-vous aujourd'hui qu'ils puissent faire pour essayer de remonter la pente? Moi, je regarde sur les réseaux sociaux vite fait comme ça. Vous avez des appels, vous le savez comme moi, à ce que les gens aient demandé que le téléviseur reste noir ce soir. Et c'est un peu de la punition, et puis c'est à moins qu'on ait vraiment de très bonnes nouvelles, ça peut arriver. Ce serait quoi, par exemple, pour vous, les bonnes nouvelles, mon cher Christian? Sa démission, évidemment. Ça serait le plus beau cadeau qu'il pourrait faire à la France aujourd'hui. À part ses voyages et le reste, il commande plus la France. C'est fini, vous le savez comme moi. Il n'y a plus rien. Vous trouvez, Christian, que le président de la République vraiment n'a plus les commandes du pays France? Ça fait un bout de temps, regardez le Sénat, regardez aujourd'hui les chambres de députés et le reste, il n'a plus sa main mise dessus, à part dans quelques médias de la télévision où il peut un petit peu alimenter les journalistes, mais autrement, il n'y a plus rien, non. On peut plus faire quoi que ce soit à l'entendre. C'est même, je crois, aujourd'hui, si vous voulez rater vos fêtes de Noël, de fin d'année, vous avez juste à l'écouter. Ah oui, d'accord. Ça c'est radical, Christian. Écoutez, vous savez, il nous a pas filé le mal quand même, hein, si on fait son bilan. Hein. Je veux dire, c'est pas terrible, il faut être honnête. Hein. Moi, j'en ai pas après la personne. Le mec, il est là, c'est un pion, on l'a mis en place, c'est très très bien. Mais là, il faut arrêter, je pense vraiment. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce sera en tout cas dans 2 ans, l'échéance des présidentielles en 2027, un peu moins de 2 ans d'ailleurs. Merci beaucoup, mon cher Christian, et on a bien compris, il n'est hors de question que vous soyez devant votre téléviseur ce soir. 0826 300 300 en réalité, auditeur de Sud Radio. Est-ce que vous pensez que le président peut réussir à faire en sorte que ses vœux ne ressemblent pas à une fin de règne? Est-ce que le président de la République peut tout simplement agir encore jusqu'à la fin de son quinquennat? 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vais être un peu comme Christian. Oui, mais les gens maintenant s'en fichent, mais bon, je me mets à la place de Macron, parce que moi, pour comprendre le système des gens, j'essaie de me mettre à leur place. Et c'est le berger qui dirige les moutons, hein. Donc les moutons, ils sont pas contents, mais ils sont obligés de suivre. Ils disent rien. Et lui, il profite de ça. Alors il y a quelques hommes politiques qui sont contre lui, qui essayent de remonter des troupes contre lui, mais dans l'ensemble, tout va bien. Hein. Pour regarder, parce que je regarde sur les réseaux sociaux aussi, il y a toujours des gens qui disent heureusement qu'il était là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et quand on regarde, ce sont des mensonges. Moi, j'ai repris son prospectus de campagne là. En 2017, la révolution qu'il appelait ça. Et il dit les retraites, j'y toucherai jamais. 2 ans après, il change de retraite. Et il a tout modifié. Il y a beaucoup de présidents qui ont agi un peu comme lui, disent mais moi le chômage, non, le chômage il trafique. C'est facile de trafiquer les chiffres. Hein. Mais ces chômeurs-là, on les indemnise plus. Mais ils sont toujours au chômage les gens. Hein. Mais ils touchent plus rien. Alors il dit, il y en a en moins. Non, il y en a toujours autant. Mais vous y avez cru? Vous me parlez du programme de 2017, 7 ans après, Olivier, ou 7 ans auparavant. Vous avez cru dans la révolution que proposait le président de la République? Je dis révolution parce que c'était le titre de son livre. Je ne croyais pas un seul moment. Je vais vous dire, quand il était élu, 1 an avant, personne ne connaissait. C'est un gars qui a surgi d'un coup, là, comme ça. Là. Personne ne connaissait Macron. Il se retrouve président de la République. Bon, il était quand même ministre de l'économie et secrétaire général de l'Élysée, Olivier. Personne ne le connaissait. Oui, il n'était pas connu du grand public, certainement. Voilà, les Français ne le connaissaient pas. Et d'un coup, il arrive là. En réalité, il fait beau rôle, hein, parce que je ne sais plus qui c'est qui disait un tabouret en face de Marine Le Pen, c'est le tabouret qui est élu. Vous trouvez que ça c'est encore le cas et que ce sera encore le cas pour 2027, Olivier? Est-ce que je pense que oui. Le Front républicain fera encore son œuvre, vous pensez? Il y a encore beaucoup de gens qui diabolisent le Front National. Alors en plus avec ce qui arrive à Marine Le Pen, on les traite de voleurs, on les traite un peu de tout. Et je pense que s'il y a un bon candidat en face, genre Darmanin, Retailleau, trucs comme ça,
peut-être que Le Pen ne passera pas. Déjà, je pense que le nom de Le Pen doit être retiré. Oui, vous, c'est ce que vous pensez. Bardella, oui, Le Pen, non, mais Bardella, il est gentil, mais il est un peu léger, quoi. Moi, à mon avis, pourtant je dis ça, j'ai des membres de ma famille qui sont députés RN. Hein. J'en ai 2 dans ma famille, mais je trouve que c'est un peu léger. J'espère que vous avez profité des discussions en famille lors des fêtes, mon cher Olivier, pour leur dire merci beaucoup d'être passé du côté de Sud Radio ce matin, 0826 300 300, et je vous souhaite naturellement une très belle année 2026. On poursuit la conversation et dans quelques temps on ira également sur ces questions des violences qui sont malheureusement des rituels parfois lors du réveillon du 31, lors de la soirée de la Saint-Sylvestre. Mais poursuivons sur Emmanuel Macron et sur cette ambiance. En effet, 0826 300 300. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous avez passé, ma chère Cécile, de belles fêtes d'abord ? Oh oui, c'était très bien, en famille. En famille, est-ce que vous avez été gâtés ? Vous avez reçu une montagne de cadeaux ? Pas une montagne, mais des cadeaux. Mais une grosse colline peut-être de cadeaux déjà, c'est bien. Ouais, voilà, c'était très bien. Est-ce que vous sortez ce soir, ma chère Cécile ? Si vous ne sortez pas, est-ce que c'est pour avoir le temps de regarder le président de la République, ou si vous ne sortez pas, c'est par crainte des violences qui sont malheureusement devenues habituelles lors des soirées du 31 ? Alors, ni l'un ni l'autre, mais je ne sors pas en effet. Mais en revanche, c'est vrai que aller dehors ne m'attire plus du tout. Moi, j'habite à côté de Lyon, et même pour tout ce qui est festivités, type 8 décembre, etc., que l'on fête nous, je sors plus parce que que ce soit ce genre de festivités où on sait après un match de foot, on sait qu'il y a complètement des dérives à chaque fois et que qu'il y a toujours un moment où ça part en cacahuète. Et vous, ça vous décourage, même dans une ville comme Lyon, assez régulièrement, par exemple, si de temps en temps vous sortez avec des collègues, des amis, en famille, vous sentez que ça devient, lors de grands événements, une sorte d'habitude comme ça, la crainte des violences à un moment ? Oui, tout à fait. On sent que c'est devenu habituel. Je pense que c'est... il y a un engrenage comme ça qui se fait de plus en plus, et que c'est tout à fait inévitable. Ouais, écoutez, merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous. Bon réveillon quand même, tranquillement chez vous, et une merveilleuse année 2026. Merci beaucoup de nous écouter sur Sud Radio, et très belle fin de journée. Dans un instant, 0826 300 300, le réveillon du 31, habituel bien sûr par ses feux d'artifice, par son fameux décompte traditionnel, par ses chansons joyeuses, mais hélas avec une face sombre, l'autre côté de la pièce, que sont les éternelles violences du 31, les fameuses violences du réveillon, où on doit parfois, en fonction des années, un peu zoomer et se renseigner un peu partout pour voir l'étendue des violences. Ce sont des voitures brûlées, ce sont parfois aussi des feux d'artifice qui sont tirés illégalement, des mortiers parfois sur des commissariats. Est-ce qu'on peut en réalité passer outre ces violences, et plus largement l'année 2025 en termes de violence n'a-t-elle pas signé quand même une certaine bascule en France? La réalité concernant le narcotrafic, un pas vers la violence supplémentaire concernant les tentatives d'homicide. Doit-on tout simplement y voir un lien aussi avec l'ambiance générale et politique du pays? Ne condamne-t-on pas suffisamment certaines violences? On en parle dans un instant avec Frédéric Loos, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Il est également l'auteur d'un livre de l'insécurité, Stop à la descente aux enfers. La France est-elle devenue un enfer pour les citoyens qui veulent vivre tranquille? 0826 300 300, et on revient dans une poignée de secondes. À tout de suite sur Sud Radio. T'es en face, Maxime Liédo. 9h34 sur Sud Radio, et à quelques heures du réveillon, on va s'interroger sur ce contexte et sur ces faits que la France malheureusement n'arrive plus parfois à avoir des réveillons totalement sereins, et on va en discuter avec Frédéric Loos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale et auteur d'un livre, Insécurité, Stop à la descente aux enfers. Certes, un livre qui évoque sans tabou la France et la violence en France, mais aussi un livre où vous allez proposer des solutions, et on va l'évoquer naturellement avec bien sûr des défis devant nous pour cette année 2026, l'affrontement du narcotrafic, la violence d'une certaine partie de la jeunesse, des quartiers comme on le voit souvent pris à partie. On se souvient de l'incendie d'une école à Dijon, d'un chantier également à côté du Havre. Mais avant qu'on aborde tous ces sujets qui sont nombreux, Frédéric Loos, une question: est-ce qu'aujourd'hui la France peut réussir à faire un réveillon serein? Un réveillon serein, plus vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que on arrive à faire des réveillons sereins, mais il y a hélas trop de violences urbaines qui viennent entacher la fête.
On est capable. Regardez, lorsqu'on a eu une volonté politique lors des Jeux Olympiques, il y avait énormément d'inquiétudes, beaucoup de doutes, et on a réussi l'événement. Certes, on a mis des moyens exceptionnels qu'on ne peut pas mettre tous les jours. C'est la fameuse politique du un policier à chaque coin de rue. Alors, c'est un peu ça, mais c'est surtout parce qu'il y a eu la mise en place, premièrement, d'une stratégie, d'une volonté politique plutôt de dire tolérance zéro, et pas simplement on a une obligation de moyens de réussir les Jeux. Non, on a dit on a une obligation de résultat. Si on appliquait cette maxime tous les jours face à l'insécurité, on ferait baisser l'insécurité, mais on n'a pas cette stratégie. C'est pour ça que le réveillon, je le crains, sera entaché de violence urbaine, et c'est malheureusement assez choquant et scandaleux, parce que c'est unique en France que le 13 juillet, lors de la fête nationale, ou le 31 décembre, il y ait de telles violences urbaines dans les villes, mais dans l'ensemble, effectivement, la fête va bien se passer pour la plupart des Français. Mais il y a aussi un vrai sujet, vous venez de le dire, la fameuse politique du policier, d'une certaine manière, à chaque coin de rue, comme on l'a vu pour les JO. Est-ce pour autant souhaitable ? Parce que, on l'a vu, certes, ça ferait baisser la délinquance, mais est-ce que c'est vraiment un modèle de régime ? Est-ce qu'on aimerait vivre dans un pays où il y a un policier à chaque coin de rue, où la sécurité règne avec toutes les dérives que cela peut engendrer peut-être ? Est-ce que ce n'est pas un vrai débat, en tout cas ? C'est Tacite, vous savez, l'auteur philosophe ancien, qui disait « Quand une société n'a plus de mœurs, elle crée des lois ». Évidemment que dans la mesure où on n'arrive plus, parce qu'il n'y a plus suffisamment de civisme, parce qu'il y a un sentiment d'impunité avec des délinquants désinhibés, on est obligé de mettre de plus en plus de policiers pour essayer de contrer la délinquance. Et vous avez raison que ce n'est pas souhaitable, c'est pas acceptable. Mais vous dites que peut-être aujourd'hui on est arrivé à un tel point que ce serait la seule solution pour réussir peut-être à endiguer un peu le phénomène ? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut une stratégie, il faut un pilotage convergent des politiques de sécurité et de justice et les politiques en amont de prévention de la délinquance, parce que toutes ces politiques sont désarticulées. Ce que mettent en place les maires, les politiques de prévention de la délinquance, les polices municipales, ce que fait la police, ce que en aval fait la justice, tout cela est complètement désarticulé. Et c'est pour cela qu'il faut une stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Il y a une stratégie en matière de défense nationale. Il y a un livre blanc sur la défense nationale. Il y a même une commission nationale de la défense nationale des forces armées. Il n'y a pas de commission nationale sur la sécurité intérieure. Il n'y a pas de stratégie. Ce qui tient lieu de stratégie en matière de sécurité intérieure depuis des années, c'est une politique de rustine, de communication, une politique de faits divers, d'émotions. Et or, il faut une stratégie. Il faut un pilotage, une stratégie. Et il faut une stratégie sur l'ensemble de la chaîne pénale. Vous voyez ? Bon. Après, là où vous avez raison, la question de la sécurité, comme bien d'autres questions, elle n'est pas que sécuritaire. Elle dépend aussi, à la limite, de nos mœurs, de l'éducation, de la politique de contrôle de l'immigration, de l'assimilation, du civisme. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui font que la politique de sécurité ne dépend pas simplement des policiers, voire même que des magistrats. Et là-dessus, depuis 35 ans, on a déraillé en France. Et ce que je dis, moi, dans mon livre, c'est qu'on a déraillé, c'est pas normal, pas de fatalisme, il faut pas s'y habituer. Mais par contre, nous pouvons rétablir la sécurité et la dissuasion judiciaire. Pourquoi ? Parce que contrairement aux questions écologiques, qui sont des questions dont la solution est transnationale, mondiale, et c'est en partie pareil aussi pour les questions économiques, où nous avons des leviers nationaux, mais la plupart des leviers pour régler les questions économiques sont aussi internationaux, européens. Sur les questions de sécurité, la faillite, elle est franco-française, question de sécurité et de justice, les deux vont avec. Mais si demain on veut rétablir la sécurité et la dissuasion judiciaire, l'espoir, c'est ce que je mets dans mon livre, c'est que les leviers sont nationaux, on ne dépend pas de... Et on va y venir à tous ces leviers nationaux. Vous parliez malheureusement des dates qui en France font presque office de tradition concernant certaines violences, donc à un moment c'est le réveillon, à un moment c'est la fête
fête de la musique. C'est malheureusement des rituels, le 13 juillet bien sûr, et le 14 juillet avec. Est-ce que pour autant les politiques prennent l'ampleur de ce que sont les soirées lors de ce type d'événement? On se souvient notamment de la victoire de la Ligue des Champions par le PSG. On avait assisté à des scènes littéralement quand même de sauvagerie du côté de la capitale, avec parfois certaines fan zones ailleurs en France qui avaient été excessivement violentes, avec des blessés, je crois aussi un mort, un jeune de 16 ans. Est-ce que à ce moment-là, les politiques ont conscience du danger que ça représente et s'ils s'y sont habitués, ou est-ce que quand même il y a toujours peut-être cette naïveté concernant des événements qui vont bien se passer parce qu'on a mis un blindé au coin de la rue? Non, les politiques ne sont pas du tout à la hauteur. Non, notre dispositif juridique n'est pas du tout à la hauteur. Oui, les Français ont droit à la sécurité et le compte n'y est pas. Et c'est un droit. C'est même une créance contre l'État. Pourquoi ? Parce que les violences urbaines que vous évoquez, alors il y a les violences urbaines prévisibles. Le 31 décembre, hélas, ce soir, le 13 et le 14 juillet, ça veut dire les violences urbaines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va détruire des abribus, on va détruire et brûler la voiture des Français, il va y avoir des tirs de mortier et on va brûler des locaux commerciaux, des violences urbaines contre les forces de l'ordre, contre les biens des particuliers. On va avoir des pompiers qui seront empêchés d'intervenir ou piégés. C'est ça, les violences urbaines. On pourrit la vie des Français et souvent les plus modestes, dans les quartiers les plus défavorisés. Non, les politiques n'ont pas compris que c'est inacceptable. Et surtout, il y a un sentiment d'impunité pénale et d'impunité financière. On se pose jamais la question de qui paye. Ça fait plusieurs fois que vous dites le sentiment d'impunité, notamment vis-à-vis des délinquants, ce n'est qu'un sentiment ou c'est réellement quelque chose qu'on peut toucher du doigt, qu'on peut lire, qu'on peut observer? Il y a une impunité, que ce soit sur les délinquants et financiers, ou ce n'est qu'un sentiment? Non, autant il n'y a pas de sentiment d'insécurité chez les Français, comme certains l'ont dit, mais il y a une insécurité réelle qui objectivement a augmenté sur le temps long, sur les 30-40 dernières années, et ce n'est absolument pas normal, il ne faut pas s'y habituer. Autant il y a un sentiment d'impunité sur les délinquants, parce que tout simplement, la réponse pénale n'est pas à la hauteur. On a trop multiplié les peines alternatives aux sanctions, on a multiplié les peines alternatives à la prison et on a flingué la dissuasion judiciaire. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Vous prenez votre voiture et vous allez griller un stop, un feu rouge. Il ne va pas y avoir de rappel à la loi. Votre affaire ne va pas être classée. Vous n'allez pas avoir une peine avec sursis. Vous allez être condamné pour avoir brûlé un stop. Vous allez avoir une amende ou un excès de vitesse. Vous allez avoir une condamnation pénale, vous allez avoir aussi une condamnation financière et pas de possibilité d'y échapper. Et en plus, vous allez perdre des points. Pourquoi un cambrioleur ou quelqu'un qui agresse quelqu'un ne paye pas de façon extrêmement concrète, même quand il est condamné avec sursis? Vous voyez, si vous payez, déjà, ça contribue à cette dissuasion. Cette dissuasion, elle n'existe plus, ni sur les violences urbaines, ni sur la délinquance. Peut-être des pénalités financières parfois beaucoup plus pénalités financières importantes pour chaque infraction, comme pour les contraventions. Plus de peine effective, qu'une peine ferme signifie incarcération, sursis, parce qu'on n'y comprend plus rien. Le langage judiciaire est devenu illisible et ça contribue à l'impunité. Frédéric Loos, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale et l'auteur de ce livre Insécurité, stop à la descente aux enfers, c'est aux éditions Fayard. Ça fait plusieurs fois depuis le début de notre discussion que vous évoquez et que vous parlez de l'État qui n'a toujours pas pris la mesure de l'État qui n'a pas conscience de l'État qui n'a pas suffisamment fait de loi ferme. Il y a eu ce débat notamment durant l'été et durant cette année à plusieurs reprises concernant le Conseil constitutionnel accusé en réalité de censurer des dispositifs de la loi. On pense notamment à la loi Asile-Immigration, on pense également à la loi qui avait pour but notamment de rallonger la durée dans les centres de rétention, les fameux CRAS, centres de rétention administrative. On l'a vu encore récemment avec cette agression au couteau dans le métro. Est-ce que, en réalité, le Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle les instances qui peuvent juger les lois françaises, ne sont pas à leur place? Est-ce qu'il faut revoir leur rôle? Pour moi, il faut clairement revoir leur rôle. Il y a un droit à la sûreté, et le droit à la sûreté, c'est un droit qui fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Et s'il faut revoir leur rôle, ça veut dire que vous les qualifiez comment aujourd'hui, ces instances? Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, par exemple? D'abord,
c'est le gardien de la Constitution, le gardien du droit, et je pense que depuis une quarantaine d'années, le Conseil constitutionnel est sorti de son rôle. Il interprète sa propre jurisprudence. Pourquoi mais c'est une dérive. Ce n'est pas une Cour suprême. La Cour suprême, c'est le peuple. Et parfois, il sanctionne sur la base de textes déclaratoires qui sont des textes très généraux, qui n'ont pas une portée juridique en réalité. Déclaration des droits de l'homme, le préambule de la Constitution de 1946, qui est intégré à la Constitution de 1958. Quand il proclame la fraternité pour limiter une loi de lutte contre l'immigration clandestine, qu'il en fait un principe constitutionnel, évidemment que c'est un problème et qu'il sort, selon moi, de son rôle. De la même façon, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est important qu'il y ait une Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, elle est totalement plus adaptée à 2025. Il faut la revoir et il y aurait une majorité européenne pour la revoir. Mais le Conseil constitutionnel, quand il interdit la comparution immédiate des mineurs et qu'il censure la loi de Gabriel Attal sur la réforme des mineurs et la délinquance des mineurs, là aussi, il nous aide pas. Et puis surtout, il a une conception qui date de 1945. Donc il faut revoir tous ces nombreux principes et la discussion. C'est les verrous. Si on veut rétablir la sécurité et la dissuasion judiciaire, il faut être au clair, il faut débloquer ces verrous. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout foutre en l'air. Et chacun a sa place et il y a un principe de réalité qui doit s'imposer pour lutter contre la délinquance. L'État doit avoir les moyens qu'il n'a pas aujourd'hui parce qu'il est bridé par le droit européen et également par le Conseil constitutionnel. Et l'objectif, c'est quand même la sécurité des Français. C'est pas simplement un projet sécuritaire. L'objectif, c'est la liberté de tous. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas et la logique n'est pas simplement de donner toujours plus de moyens. Ça, c'est la pensée paresseuse. C'est aussi d'avoir du pilotage, une stratégie et de pouvoir avoir des lois efficaces. Et effectivement, aujourd'hui, pour répondre à votre question, on ne le peut pas, en partie à cause de la censure du Conseil constitutionnel et du droit européen qui n'est plus adapté. Frédéric Loos, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, auteur de Insécurité, stop à la descente aux enfers. On poursuit notre discussion avec énormément de sujets sur la table pour l'année 2026. Le narcotrafic à l'aune des municipales, la question de la police municipale qui doit s'armer ou non. Parmi notre discussion, en tout cas, ce sera les sujets qu'on abordera ensemble. À tout de suite et vous êtes bien sur Sud Radio. Maxime Liédot. Ensemble jusqu'à 10h dans La Vérité en face avec toujours Frédéric Loos qui est en réalité le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, auteur de Insécurité, stop à la descente aux enfers. On a commencé par aborder naturellement le réveillon avec malheureusement toujours cette espèce de film auquel on s'est habitué, de violence urbaine, de danger. Et dans votre livre, vous proposez naturellement des solutions. On a commencé à faire quand même un petit tour d'horizon de la menace. En réalité, Frédéric Loos, l'année 2026 n'en sera pas, on va dire, totalement dépourvu de menaces. On approche, par exemple, des municipales avec un scrutin dans certaines villes qui va être important. Que pensez-vous? Quel est votre regard de commissaire sur tous ces candidats qui, à un moment, par exemple, disent la sécurité, c'est n'importe quoi, c'est la compétence de l'État. On ne va certainement pas donner des armes à la police municipale. Non, mais évidemment que c'est aberrant. D'abord, la police municipale, c'est les maires, en vertu de l'article 72 de la Constitution, le principe de libre administration, ont le droit de développer des polices municipales. Donc là-dessus, c'est tout à fait normal. Je veux dire, il n'y a pas de... Et c'est absolument nécessaire aujourd'hui. On voit d'ailleurs que dans la plupart des villes, à quel point les policiers municipaux, comme les policiers nationaux, sont exposés aux violences, sont exposés. La seule conception, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question du périmètre de qui fait quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi, je trouve normal de développer les polices municipales. Je pense qu'elles doivent être toutes armées. C'est mon avis. Sans exception. Alors voilà, après les maires font ce qu'ils veulent, mais bien sûr, parce que quand vous êtes en bleu sur la voie publique, vous êtes une cible. On a des policiers municipaux, notamment des policières femmes, qui sont mortes sur la voie publique face à des voyous, face à des terroristes. Aurélie Fouquet, Jessica Jean-Philippe, etc. Pardon. Donc, les policiers municipaux, d'après moi, doivent être armés. Après, la question qui va se poser, c'est la question de l'harmonisation des compétences et de leur convergence avec le travail de la police nationale. La police municipale, elle dépend du maire, mais si on lui donne de plus en plus de pouvoirs judiciaires, elle ne pourra pas faire le travail de proximité, de tranquillité publique, et on a un risque de confusion avec la police nationale.
Et là-dessus, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait des conventions de coordination en laissant la pleine autonomie de la police municipale, mais en même temps sur le terrain, dans une même ville, on ne peut pas avoir des effectifs de police en bleu qui ne se coordonnent pas. Mais or, de façon opérationnelle, ne se coordonnent pas assez. Et puis, il y a un débat. C'est que la police municipale, autant moi je dis bravo et il faut la développer en termes de pouvoir, d'armement, etc. Mais il faut que ce soit limité parce qu'il y a un seul contribuable qui paye pour la police municipale comme pour la police nationale. Et les dépenses pour la police municipale ont augmenté de plusieurs centaines de pourcents depuis sur 30 ans, comme les effectifs de près de 400%. Sans qu'on en voit parfois l'efficacité. Mais c'est pas l'efficacité de la police municipale, c'est la coordination des effectifs de police dans une ville. Mais vous savez aussi ce qu'on vous dit par moment quand on parle d'armer la police municipale, il y a aussi toujours cette question de la formation. C'est quand même des personnes qui vont à un moment porter une arme. Est-ce que la formation, quand on regarde l'état de la police, est suffisante quand on voit des notes toujours, on va dire, plus basses par rapport à certaines sélections, quand on voit le peu d'entraînement au tir qu'elles ont? Est-ce que ça peut rassurer aussi des citoyens de savoir qu'il y a des personnes qui portent, on va dire, un pistolet à l'étui, à la ceinture, et qui ne soient pas forcément formées comme il se doit pour l'utiliser? Mais ils vont l'être de plus en plus. D'ailleurs, c'est prévu dans le projet de loi sur les polices municipales, l'extension des pouvoirs judiciaires des polices municipales. Il y a tout un volet sur la formation, sur le recrutement, sur la déontologie, et c'est une très bonne chose. D'après moi, c'est pas trop la question. Là-dessus, ils vont non seulement s'armer, ils vont se former. Le problème, c'est une meilleure coordination avec la police nationale. Qui fait quoi dans une ville? Est-ce que la police municipale elle reste que dans le centre-ville et la police nationale va aller dans les quartiers les plus défavorisés? Est-ce que la police municipale va aller comme ça avoir de sa propre initiative de plus en plus sur des politiques judiciaires au risque de mettre en péril, par exemple, des dispositifs de surveillance, de protection de la police nationale? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre sous tutelle la police municipale par rapport à la police nationale. Non, mais il faut qu'il y ait une coordination opérationnelle dans la mesure où il y a de plus en plus de polices municipales, elles sont de plus en plus armées, de mieux en mieux équipées. Il faut que dans le respect des pouvoirs du maire et de ceux de l'État, qu'il y ait une coordination opérationnelle. On ne peut pas avoir des effectifs en nombre qui ne se parlent pas sur le terrain, et c'est un peu le cas. C'est pas assez. Autre défi de l'année 2026, et on l'aborde, et on l'a abordé avec Frédéric Dabi dans cette matinale sur les mots qui ont marqué cette année, c'est naturellement le narcotrafic. Vous avez vu qu'il y a 2 semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est déplacé à Marseille, ville hélas symbole de ce narcotrafic qui gangrène n'importe quelle ville. 2 situations. Hier, on parlait du trafic de cocaïne qui a explosé, 3,1 milliards de chiffre d'affaires. Est-ce que là aussi, on a été un peu étonné, un peu surpris, un peu choqué quand on a entendu un ancien ministre de l'Intérieur évoquer le narco-État, le narcotrafic, la mexicanisation? Vous, l'homme de terrain, le commissaire, est-ce que vous confirmez ces propos ou ce ne sont que des éléments de communication? Je pense qu'on n'est pas encore dans un narco-État, on n'est pas encore dans une logique de cartel, mais malheureusement, on y va. C'est plutôt ça. On y va sur une mauvaise trajectoire. Le chiffre d'affaires global du trafic de stupéfiants, c'est 7 milliards d'euros. Et c'est en augmentation. Vous avez donné les chiffres sur la cocaïne. En même temps, notre pays est une passoire, est ouvert aux 4 vents, malgré l'action remarquable des services de police, l'action de l'État en mer, de la marine, de la douane, de la police, des policiers de l'OFAS. Malgré tous ces efforts, parce que nous sommes un pays ouvert. Nos frontières sont confiées à l'Espagne, à l'Italie, et puis on a des spécificités géographiques. On est pratiquement un des pays qui a le plus de côtes maritimes. Je crois que c'est 6000 km avec les Outre-mer. Vous imaginez, plus nos Outre-mer qui sont des lieux de rebond pour le trafic de stupéfiants, pour la cocaïne. Et puis, il ne vous a pas échappé qu'en Méditerranée, on est face à un pays producteur de résine de cannabis dans le Rif, qui est le Maroc. Et on contrôle pas. Accords vont être passés normalement avec le ministère de la Justice. On est un grand pays consommateur. Il y a le problème des consommateurs qui se pose. Et puis en même temps, est-ce que vous avez vu, vous, une campagne sur la nocivité des drogues? Vous avez d'excellentes campagnes sur l'insécurité routière, sur le cancer, sur le VIH, et c'est très bien. Il n'y a pas de campagne sur la nocivité des drogues. Il y a eu une campagne qui, d'après moi, n'était pas la bonne.
pour dire le pétard que vous achetez, le gramme de cocaïne, le goût du sang, voilà, ce qui est vrai. Mais c'est pas prioritairement ce qu'il fallait faire. Si vous voulez prévenir au niveau des jeunes, il faut leur dire, en termes de santé, au niveau psychologique et au niveau physique, voilà ce qui va vous arriver. Vous savez que cette campagne a été faite pour le tabac. On a augmenté le prix du tabac et en même temps on a fait des campagnes. Eh ben la baisse de consommation du tabac chez les jeunes, elle a été diminuée par 4 sur 20 ans. Et pourquoi il n'y a pas de campagne sur la nocivité des drogues sur les jeunes? C'est là-dessus qu'il faut aller. Et de vrais débats qu'on va peut-être ouvrir en cette année 2026, mais qu'on va surtout découvrir si on lit attentivement votre livre, Frédéric Loos, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, auteur de Insécurité, Stop à la descente aux enfers, c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et j'espère qu'on n'aura pas trop à vous rappeler, notamment demain matin pour faire le bilan d'une soirée catastrophique. Il est 9h56 et avant de passer le relais à mon camarade, évidemment, Monsieur Cardos qui vient de faire son entrée dans le studio, on va aller au standard 0826 300 300. Bonjour Sophia. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci, et vous-même? Mais oui, très très bien. Je sens une voix heureuse, joyeuse. C'est quoi? C'est cette période de fin d'année qui vous exulte, ma chère Sophia? Oui, c'est... oui, on peut dire cela. Bon, ma chère Sophia, félicitations à vous parce que vous allez pouvoir retrouver cet air gai et joyeux. C'est vous qui remportez l'autoradio de toute nouvelle technologie DAB+. Magnifique. Voilà. Magnifique. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous d'avoir participé et surtout merci à vous de votre fidélité à Sud Radio. Grâce à vous et grâce à cette autoradio dernière génération DAB+, ma chère Sophia, vous allez pouvoir écoutez-moi bien, vous allez pouvoir écouter Sud Radio partout, sur la route, au travail, sur vos lieux de vacances, à la piscine, en vélo, à pied, en trottinette, n'importe quelle façon. Ça permet, sans internet, sans application, d'écouter la radio avec une qualité sonore extraordinaire. Félicitations, ma chère Sophia. C'est moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et tous mes vœux pour l'année 2026. Mes meilleurs vœux également pour l'année qui s'annonce. Merci beaucoup, ma chère Sophia, et belle matinée et bon